BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, nouvelle semaine qui commence et nous sommes fidèles au poste bien sûr, comme chaque soir, 19h30, 21h, c'est Tech Co la quotidienne, très heureux de vous retrouver du lundi au jeudi, 19h30, 21h, vos 90 minutes de tech quotidienne à la radio, à la télé, les replays et les podcasts. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, on va tout vous expliquer sur une innovation qui bouscule le monde. Il s'agit de OpenClaw. C'est une IA qui pilote tout, même votre PC. Vous allez voir que c'est passionnant. On va tout vous expliquer dans un instant. On évoquera aussi le projet pharaonique d'Elon Musk, ce fameux Terafab, qui est une espèce d'immense usine de puces qu'il aimerait concevoir aux États-Unis. Et puis après, je recevrai le grand patron des télécoms au niveau mondial. En fait, c'est le patron de la GSMA, c'est Vivek Badrinac qui sera avec nous. Il représente, on va dire, l'immense majorité des opérateurs télécoms mondiaux. Et avec lui, on évoquera les sujets chauds du moment, l'Internet par satellite, Starlink, etc. Et puis aussi la concentration des opérateurs télécoms en Europe. Voilà une petite musique qui commence véritablement à se faire entendre. Voilà le sommaire de ce Tech Co. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, mesdames, messieurs. Jean-Baptiste Canfella, salut. Monsieur JB. Ça va bien ? Formidable, fondateur de Kyber, tu vas nous expliquer ce que c'est dans un instant. Et puis aussi l'un des papas de VLC, ce petit logiciel qui a été téléchargé combien de centaines de millions de fois ? 6,5 milliards, 7 milliards. Voilà, je dis quelques centaines de millions, surenchère. Les centaines de millions, c'est le nombre d'utilisateurs, tu vois. Ah, c'est ça, centaines de millions d'utilisateurs. Combien d'utilisateurs ? Entre 400 et 650 millions d'actifs. Vous vous rendez compte ? Voilà. Mais c'est pas rentable. C'est pas sur BFM Business qu'il faut en parler. Oui, et d'ailleurs, je vous invite à retrouver l'histoire de VLC avec JB. C'était pour les 25 ans. Mail. C'était le mois dernier. C'est en replay sur YouTube et un peu partout. C'était juste pour les 25 ans de VLC. Exactement. Et à tes côtés, nous avons le plaisir d'avoir Yves Maître. Salut Yves. Bonsoir. Operating Partner chez Jolt Capital. Yves qui a bossé chez Orange, qui a été aussi le patron de HTC il y a quelques années. Un grand merci d'être là, mon cher Yves. Et puis aussi, sur le plateau de Tech Co pour commenter l'actu ce soir, c'est André Losgut-Pietri. Salut André. Salut François. Président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Et je vous propose de commencer par le truc du moment. Tout le monde parle en ce moment de OpenClaw, le phénomène tech de ce mois-ci, un agent d'intelligence artificielle capable non seulement de répondre, un peu comme ChatGPT ou toutes ces IA, mais surtout d'agir à votre place. En fait, l'IA enchaîne les actions toute seule, comme si elle utilisait votre ordinateur à votre place, et cette promesse déclenche une véritable folie, et notamment en Chine. Léa Benaïm nous explique tout ça, et puis après, on vous explique calmement, tranquillement, clairement, ce qu'est OpenClaw. Des ateliers pour apprendre à créer son agent, des files d'attente pour se le faire installer et même des particuliers qui payent des experts pour le configurer. En Chine, OpenClaw a déclenché un véritable séisme au point de faire réagir les plus grands acteurs du secteur, comme le PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui le qualifie de projet open source le plus réussi de l'histoire de l'humanité. Et pour cause, ce logiciel est en train de rebattre les cartes de l'intelligence artificielle. À la différence d'un chatbot classique, OpenClaw ne se contente pas de répondre à une question, il planifie, décide et exécute. Et c'est justement cette autonomie qui fascine dans un pays où le gouvernement encourage les entreprises et ses citoyens à s'emparer de ces nouveaux outils. Les géants locaux comme Baidu, Alibaba ou Tencent se livrent déjà une bataille pour capter ces usages et héberger ces agents sur leur service cloud. Mais derrière cette autonomie se pose un problème majeur, la sécurité. Pour fonctionner, OpenClaw a besoin d'avoir accès à toutes les données des utilisateurs, ce qui fait de lui une cible idéale pour les pirates. Voilà, explication signée Léa Benaïm. On va prendre le temps de vous expliquer ce qu'est OpenClaw.
Yves m'a envoyé il y a un message, il y a une semaine, en me disant OpenClaw, François, c'est un truc monstrueux. Il faut vraiment qu'on en parle et qu'on prenne le temps. On va prendre le temps. JB, est-ce que tu es d'accord avec ça en disant que c'est une vraie claque, OpenClaw? C'est un truc qui est en train de bouleverser un peu la tech, ou est-ce qu'on va un peu trop loin? Alors, c'est une claque, mais c'en est pas une. Je m'explique. Il n'y a rien de nouveau dans OpenClaw. Ça fait quand même un bout de temps que les LLM, les chatbots ont des façons d'accéder à ton PC, de faire des actions, d'aller appeler des services en ligne. Ça fait un bout de temps que Claude il est capable de faire des requêtes REST. ChatGPT aussi avait lancé son... Et puis surtout, il y avait toute la folie à un moment, c'était les MCP qui arrivaient partout. Et donc, tu étais capable, tout le monde faisait son MCP pour que ChatGPT, pour être sur la marketplace. Et donc, ton LLM, ton chatbot était capable d'aller faire des actions. Et puis en plus, après, il y a eu tout le système des cowork, où en fait, d'ailleurs, Claude peut prendre le contrôle de ton PC et le faire. Et en fait, il n'y a quasiment rien de nouveau, techniquement. Par contre, c'est une vraie claque au niveau d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système... Déjà, le fait que ce soit open source et vraiment open source avec un système de plugin bien pensé fait qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à toi-même et l'auto-héberger, mais surtout à toi-même faire tes intégrations sans avoir à passer par la marketplace de ChatGPT ou d'Anthropic. Donc, ça veut dire que... Et puis, il y a un peu le côté cool, le côté la mascotte qui fait que c'est un truc cool. Et donc, c'est une vraie claque d'usage. Mais techniquement, il n'y a rien d'incroyablement nouveau. Juste pour qu'on comprenne bien, pour tous ceux qui étaient sur une île déserte, qu'est-ce que permet OpenClaw? C'est-à-dire que c'est une IA qui va non seulement répondre à tes requêtes, mais qui en plus va prendre la main sur les logiciels que tu utilises, sur ton PC, et va faire des tâches à ta place. C'est ça en fait. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est juste un système de plugins où tu peux demander d'aller faire une tâche. Et donc, tu as des tâches qui vont être distantes. Va sur Facebook et poste à ma place. Tu as des tâches qui vont être locales, qui vont être va renommer, si tu donnes accès, va renommer mes photos, va vérifier celles qui sont floues et enlève-les, va réorganiser mes dossiers. Donc c'est juste une sorte d'orchestrateur d'action que tu peux plugger. Mais l'avantage, c'est que tout le plug, tu peux le faire chez toi, en local, sur ton téléphone, même si tu as un chatbot qui va être distant, un modèle distant, mais en fait, la logique peut tourner en local. Et surtout, potentiellement, tu peux même faire tourner, mais notamment parce qu'on a maintenant des SLM, donc des petits chatbots qui tournent maintenant sur ton téléphone, tu peux tout faire en fait en local. Et donc, tu n'as pas à dépenser les abonnements, et donc tu peux avoir un usage qui est quand même relativement gratuit. Donc, tu n'as pas besoin de connexion alors, finalement. Et si tous les usages si par exemple tu demandes de trier des fichiers, etc., que tu n'as pas besoin de réseau. Tu n'as besoin de rien en fait. Et donc ça mais en même temps, tu vois, parce que c'est juste, en fait, toutes les tâches relativement simples, en fait, c'est capable de le faire tourner en local sans avoir des abonnements. Et ça tourne même sur ton téléphone. Donc c'est vraiment... C'est une révolution d'usage, mais techniquement, c'est un joli packaging. Mais d'ailleurs, c'est la force, et là, c'est vraiment la force des projets open source, comme VLC à l'époque, où tu réussis à avoir une communauté qui va te rajouter des choses. Et plus tu rajoutes des choses, plus c'est cool, parce que toi, tu vas avoir besoin de, par exemple, aller récupérer tes factures EDF, et puis en fait, il y a quelqu'un qui va faire le truc pour aller récupérer toutes tes factures. Et petit à petit, et plus les gens rajoutent des choses, c'est... Mais parce qu'en fait... ça devient presque un store où tu télécharges des petits plugins, ou c'est ça, en fait? Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, en fait, là, dans le reportage, en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils installent un OpenClaw, ils rajoutent les plugins, et en fait, c'est juste que c'est un store manuel. Mais il y a un vrai changement d'usage, et par contre, c'est même pas le premier projet qui faisait ça. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est jamais forcément les pionniers qui arrivent, mais c'est sûr que là, il y a un usage où ça arrive dans la main des gens. Et ça, c'est important parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Très souvent, les gens te disent « Ouais, l'IA, c'est quoi mon impact ?» Et c'est vrai qu'il y a quand même alors, les gens qui savent l'utiliser, c'est incroyable, mais pour beaucoup de gens, c'est un Google amélioré, ChatGPT. Juste qu'au lieu de mettre des keywords, tu lui poses une question, il répond un peu mieux. Mais finalement, pour beaucoup de gens, l'usage, il est ça. En tout cas, pour ma mère, c'est ça. Il y a évidemment pour les codeurs, pour les traducteurs, mais pour beaucoup de gens, l'IA dans la vraie vie, c'est quoi? Et on s'était même posé la question quand, je t'avais montré VLC qui traduit, et les gens étaient arrivés, et c'est ce qui m'avait choqué, ils te disaient « Ah, pour une première fois, je vois l'usage de l'IA ». Et donc là, en fait, c'est vraiment l'IA
Et donc, et c'est par l'interface, c'est par le changement, mais tu vois, comme c'est un système de plugin, je pourrais très bien le connecter à mon Home Assistant, gérer toute ma maison, le gérer à ma musique, il va aller télécharger, resynchroniser mes musiques, trier tes photos et surtout aider les gens qui ont une phobie administrative, comme certains de nos ministres, pour aller gérer ça tout seul. On va écouter Yves dans un instant. André, tu voulais réagir ? C'est intéressant que JB en parle parce qu'en fait, je regardais toutes les images qu'il y a sur OpenClaw. Moi, j'étais à une réunion d'entrepreneurs, la principale réunion d'entrepreneurs dans le sud de l'Allemagne, avec plutôt des entrepreneurs plutôt deep tech sur des sujets de robotique, etc. Et on était 400, et il y en avait 2 ou 3 qui se baladaient déjà sur leur costume, voire sur leur lederhosen bavaroise, avec l'écrevisse. Et t'entendant parler, et sachant qu'on connaît tous VLC par le petit triangle orange de construction, t'as le même sujet. Donc il y a un sujet déjà grand public. La deuxième chose, je pense que ça peut vraiment ressembler à novembre 2022 et cette explosion qu'il y a eu avec ChatGPT, où soudain, pour la première fois, ça devenait quelque chose de B2C, de très grand public. Moi, pour compléter ce que tu en as dit, JB, quand même, le côté génial, on dit que ça peut se passer chez soi, les plugins, mais en gros, ce qu'il a réussi, le développeur, c'est à finalement faire une tuyauterie extrêmement simple. Il a créé une tuyauterie hyper simple avec toutes ses applications, avec toutes tes applications, ce qui permet, et il ne faut jamais l'oublier, l'IA n'est aussi intelligente que de la manière dont tu poses la question, de le contexte, l'intention que tu lui donnes. Et en permettant de plugger le plus vite possible avec tes propres outils, alors ça commence par ta messagerie, ça continue avec tes réseaux sociaux, ça continue avec tes propres documents, etc. Tu lui permets très très rapidement d'avoir en fait le contexte, la demande adaptée à qui tu es toi. Et c'est là où les réponses deviennent extrêmement pertinentes, puisqu'en fait, ensuite, on peut le plugger avec n'importe quel grand modèle, Mistral, Claude, OpenAI. En fait, il a une historique et une profondeur de notre data très rapide par rapport à tout le contexte, parce que quand tu poses une question à Claude ou à OpenAI, quand tu t'es inscrit une fois par ton compte Google ou par ton email, en fait, l'IA connaît très très peu de toi et donc peut donner des réponses relativement pertinente. Et je pense que c'est là où véritablement, c'est devenu ton assistant personnel. On parlait souvent de copilote comme un assistant personnel, mais copilote connaît, entre guillemets, à peine tes mails et en gros une partie. Là, très vite, ça permet de connaître. Et donc, comme une plomberie, ça a aussi l'inconvénient, c'est que très vite, en fait, c'est connecté à toutes les parties de ta vie. Et c'est là où il faut faire très attention. Je pense qu'on va en parler. On va parler de la sécurité, bien évidemment. Yves, alors, OpenClaw. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, pas d'un point de vue technique, je parle sur le point de la révolution que c'est en train de créer. Pour moi, si je fais une espèce d'historique linéaire, il y a eu le moteur de search de Google. Donc c'est dis-moi qui est le maire de Paris. C'est une question en ce moment qui est assez d'actualité. Ça change. Et puis après, il y a eu un moteur de réponse. Le premier qui a utilisé cette terminologie, c'est Frédéric Simotel, qui est souvent sur ce plateau. Donc là, c'est réponse, c'est écris-moi une lettre pour l'administration de je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, et on te propose, elle t'écrit une lettre. Oui, un modèle de lettre. Elle te renseigne sur, tu lui rentres tes données médicales, etc. Là, on rentre dans une autre étape, c'est un moteur d'action. C'est fais ça à ma place. Okay. Typiquement, je voudrais aller manger chez François Sorel demain à Ajaccio, ok, et il faut que j'arrive à 19h30, réserve-moi le voyage. Bon. Et qu'est-ce que fait... Pas sûr que je sois là demain, mais enfin bon, bref, on peut tenter. Si tu veux. On peut tenter. Qu'est-ce qui fait la petite langouste, comme tu dis? La petite langouste, déjà, elle comprend ce que je lui demande, ok. Puis après, elle va couper en sous-tâches. Et puis après, elle va... Pour chacune des sous-tâches, elle va faire un petit programme, elle-même, informatique, c'est-à-dire qu'elle va coder. Donc ça veut dire qu'elle va faire appel à de l'intelligence artificielle qui sait coder. Et puis après, elle va orchestrer tout ça, parce que chacun va faire son boulot, puis elle va s'assurer que tout ça soit cohérent, puis elle va aller jusqu'à payer, et à la fin, eh bien, à, je ne sais pas, 3h de l'après-midi, j'ai un taxi qui vient en bas de chez moi, et j'ai un taxi qui m'amène où je voulais aller, à Ajaccio. Et elle gère tout de bout en bout. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un moteur d'action. Donc, en effet, il y a des bugs, etc. Ça ne marche pas toujours très bien, mais on a changé. Surtout des problèmes de sécurité, mais on va y revenir. On va y revenir, mais on a changé d'échelle. Alors, pour répondre à ce que tu disais, j'aurais dit, est-ce que ça existait déjà? Oui. Moi-même, j'avais été co-créateur d'une entreprise dans les années 2000, je ne sais pas quoi, qui faisait...
mais c'était pas au même niveau, c'était pas... Ouais, mais attends. Attends, Ouais. 2 secondes. Et donc, si tu veux, c'est comme le LLM, ça existait avant OpenAI. Puis tout d'un coup, il y a OpenAI. Tout d'un coup, il y a... c'est comme DeepSeek. Tout d'un coup, il y a eu DeepSeek. Tu veux dire que cette technologie était dormante, elle était déjà utilisée, mais pas populaire, finalement. Et OpenClaw a accéléré tout ça. Alors, c'est le point 2. D'abord, c'est une technologie autrichienne. C'est pas un Chinois, c'est pas un Américain. C'est un brave Autrichien qui était chez lui en Autriche. Ok. Et ce monsieur... Il a été embauché par OpenAI d'ailleurs. Peter Weinberger, ouais. Le deuxième aspect un peu extraordinaire à ce truc-là, c'est que c'est un monsieur qui est tout seul, qui a ouvert sa boîte en octobre 2025 et qui l'a revendue en février 2026, donc ça fait pas beaucoup de mois, 3 milliards. Pas Et mal. il est tout seul. Donc en effet, tout seul, Alors, il a j'ai pas entendu inventé plein de tout ça. chiffres là-dessus, mais Ok. On s'en fiche. C'est en milliards. ouais, probablement. Pardon. Probablement, enfin, c'est pas. Ça a l'air d'être en milliards. Ça a l'air d'être en Ça a milliards. l'air- Même si c'est en centaines de millions, C'est déjà bien pas payé mal. la journée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour quelques mois, c'est pas mal. J'imagine qu'il a dû un peu skier à Noël, parce qu'en Oui, Autrichien, bien sûr. ski, ça fait partie. Ça peut le faire. Et puis Donc- pour une fois que c'est pas une boîte ou chinoise ou américaine, Exactement. en tout cas un Mais ce qui est inventeur chinois ou américain. intéressant, et en effet, ça corrobore ce que tu dis, c'est-à-dire c'est une personne tout seule. La personne tout seule, elle n'a pas tout inventé. Donc elle a fait, c'est ce que tu as, la tuyauterie. Et elle a fait la tuyauterie maligne. Elle a fait la tuyauterie moderne. Ben ça, la preuve, c'est que ça a été vite reconnu et ça a été vite adopté et ça vaut 3 milliards. Bon, et après, cette personne est partie vivre Chez OpenAI. chez OpenAI. Et la troisième chose qui me paraît, moi, essentielle, c'est qu'on est rentré dans des robots virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des robots qui peuvent faire un certain nombre de tâches sans même, en fonction des paramètres, nous demander. C'est-à-dire payer quelque chose, et il y a eu des choses cocasses quand on y pense et qu'on n'est pas touché, mais pour les braves gens qui ont... Effacement de sa oui, messagerie. ou achat redondant de brosses à dents, par exemple. On se retrouve avec 1000 brosses à dents qui arrivent dans son camion. C'est pas forcément ce qu'on a voulu. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se pose un certain nombre de questions qui sont des questions d'ordre éthique. Jusqu'où on peut laisser un agent virtuel appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire? Alors, évidemment, je prends un cas extrême. Et c'est Bah, pour acheter des brosses à dents, ça va encore. Ça va encore. C'est pas très grave. Ou pour passer Mais jusqu'où l'aspirateur. on peut aller, en fait. Jusqu'où on peut aller. Et puis la troisième chose, c'est l'adoption incroyable que ça a eu en si peu de temps, ok, et particulièrement, et ça, tu l'as souligné, en Chine. Ouais. Et ce qui rebalance tout d'un coup, quelque part, l'usage de l'AI, de l'intelligence artificielle, et de tout ce monde qui est derrière, et qui rebalance quelque part aussi indirectement l'équation géopolitique. Et pourquoi la Chine? Pourquoi cet engouement en Chine? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu 2 phénomènes en parallèle. D'abord, les Asiatiques, au sens large, sont férus de technologie. Pour y avoir vécu et travaillé, ils sont juste férus de technologie. Les premiers écrans plats, c'est eux. Les premiers VCD, c'est eux. Les premiers DVD, c'est eux, etc. etc. Okay, donc, dès qu'il y a quelque chose de neuf en tech, ils adorent. Et puis, deuxièmement, tous les géants de la technologie, que ce soit Alibaba, que ce soit Tencent, que ce soit Huawei, tous les géants chinois de la technologie se sont rués dessus pour capter la clientèle, pour faire la clientèle. On pourra expliquer après comment ils ont fait et pourquoi ils ont fait ça, mais il y a eu un double phénomène. Une forte appétence, okay, avec quand même de l'intelligence artificielle qui existe en Chine et qui marche bien. Okay. Ouais. Donc une appétence sur un terreau assez fertile, et puis quelque part une promotion importante des géants de la tech chinoise parce qu'ils ont vu leur intérêt business. Alors jusque-là, tout va bien. Sauf que finalement, OpenClaw, c'est pas pour tout le monde. Parce que si on installe OpenClaw sur sa machine et qu'on lui donne accès à tout ce qu'on a, y a des problèmes de sécurité, visiblement. Et alors, des bugs de brosse à dents commandés en exemplaires, en beaucoup d'exemplaires. Il y a eu aussi, je crois, des données qui ont été effacées. Hein, c'est ce que disait André. Qu'est-ce que tu en penses, toi, JB? Mais justement, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est le problème qu'on a déjà eu. C'est-à-dire que là, par exemple, tu avais déjà, dans le cas des MCP, tu pouvais déjà faire ta réservation d'avion à travers Claude et à travers GitHub Copilot ou Claude Code. On a déjà eu des cas monstrueux où des gens effacent des bases de données de production en utilisant l'IA. Ça n'est pas lié à OpenClaw. OpenClaw, c'est juste que c'est plus facile à utiliser et ça tourne plus chez toi, mais c'est le problème global et c'est vrai que c'est la génération de l'action, de l'IA d'action, mais
OpenClaw n'est pas le premier du tout et on a énormément eu le problème. Et ce qui s'est passé, notamment, tu l'as vu à la fois dans Claude Cowork, dans Claude Code, dans Codex, c'est qu'en fait, tu as une sorte de sandbox en fait sur ton ordinateur, puisque justement, tu lui donnes accès à un certain nombre de droits. Et en fait, c'est le problème toujours de toutes les applications qui tournent sur ton PC, elles ont accès à beaucoup de choses. Et donc, il y a un problème de sécurité. Donc, cette façon de faire, et d'ailleurs, tous les grands de l'IA ont fait ça, c'est-à-dire un système de sandboxing où tu donnes accès à tes fichiers de façon temporaire. Mais c'est vrai que quand tu donnes accès à tes emails, et notamment pour avoir la capacité de répondre tes emails à ta place, bah, si tu valides pas, à un moment, c'est pas toujours très très précis, puisque un LLM, c'est par définition pas toujours très précis. Donc ça peut en faire n'importe quoi. Mais comme tous les outils, c'est génial. Normalement, ce que tu dois faire et ce que tu vas commencer à faire, c'est que au lieu de lui demander de commander tes brosses à dents, ça va te remplir ton panier et à un moment, c'est toi qui valides ton panier. Et puis, c'est pas grave. C'est des assistants qui sont géniaux, mais à la fin, c'est quand même un humain qui doit décider. Oui, sauf qu'en fait, on peut très bien ne pas décider de l'achat qu'on fait aujourd'hui et valider son panier de 1000 brosses à dents. Mais attends, t'as pas un two-factor sur ton app bancaire ? Enfin, depuis quand 2000 brosses à dents, ça coûte 2000 balles. Non, mais par exemple, moi, je commande sur Amazon, je suis pas obligé de confirmer, tu vois, j'ai une Amex, tu payes, ça a été validé par... En fait, non, mais ma carte a été validée par Amazon. C'est parce que tu as trop d'argent, mais pour les gens normaux, non, 200 euros... Ça n'a rien à voir, c'est simplement parce que tu as des cartes. Si tu prends une Visa, c'est à toi. Effectivement, tu reçois le code, mais si tu as une Amazon, mais si tu as une Amex, tu n'as pas besoin de code. De valider, bien sûr. C'est à toi de décider ce que tu donnes. En fait, c'est ces IA, tu vas lui dire, OK, prépare-moi la tâche et je valide. Si tu lui donnes tout, il fera tout. Et donc, quand il se plante, il se plante. Mais c'est la même chose que quand tu as un stagiaire, tu lui donnes ta carte bleue et qu'il fait n'importe quoi, il va te commander tes 1000 brosses à dents. Il faut être clair. Ce sont des super stagiaires, si tu veux, et tu en as plein, et ils sont tous à ta disposition. Mais c'est des stagiaires, quand même. Ça reste un stagiaire. C'est-à-dire que parfois, il n'a pas compris qu'il y avait un changement signé. Ouais, allez, Yves, et après, on terminera avec André. Ça reste un stagiaire parce qu'il est jeune. Mais on voit bien que les LLM, enfin aujourd'hui, c'est sûr. L'intelligence artificielle, elle sait coder super bien, en tout cas bien mieux que ce que j'ai jamais fait moi, ok. Donc ce qui est quand même, bon, je suis pas un grand as du codage, mais quand même, bon, donc et ça va continuer à progresser. Ce que je veux dire, c'est que pour essayer de donner aux téléspectateurs ou aux auditeurs ce que ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ce sera un peu mûr, mais ça va aller vite. On peut très bien se dire qu'il n'y aura plus de smartphones et qu'on va avoir des open cloud phones ou des téléphones qui n'auront plus besoin d'application shop, puisque les agents vont pouvoir eux-mêmes, quelque part, rentrer dans les applications. En fait, ce ne sera pas des applications, ils vont rentrer via un certain nombre de choses techniques. Tu parlais des serveurs, tu parlais des plugins. Et donc, les smartphones, tout d'un coup, on va se dire, j'ai plus besoin de télécharger des applis. Alors, on va peut-être télécharger des agents, je suis d'accord. Mais ça va vraiment faire des changements importants. Parce que quand on prend aujourd'hui des applications comme l'application shop d'Android et l'application shop d'Apple qui bloquent, pour avoir été CEO d'HTC, je sais vraiment de quoi je parle, parce que c'est la raison principale pour laquelle HTC a dû arrêter les smartphones. C'est un problème, j'allais dire juridique quelque part, entre HTC et une tierce partie que je ne citerai pas et Android. Ça saute. J'aurais été, s'il y avait eu ça à ce moment-là, je peux vous assurer que HTC, dans les smartphones, n'en serait pas où il y est. Okay, et donc, d'où cet objet mystérieux de Sam Altman et de Jonathan Ive, qui pourrait être justement cet écrin. Ce matin, à 11h du matin, je parlais avec un patron d'une grosse société qui fait des smartphones, qui m'a appelé, on s'est appelé, on avait rendez-vous téléphonique, et on a parlé de ça. Et ils sont en train de travailler dessus, dès maintenant. Donc, c'est pas, on n'est pas dans la science-fiction, là. André, pour terminer. Non, en entendant JB là, qui parlait de rationalité, il faut quand même pas oublier, il y avait ce Nobel Kahneman qui avait écrit ce bouquin Thinking Fast and Slow, qui montre qu'on n'est pas du tout tous rationnels, qu'on a effectivement cet esprit long terme rationnel, mais que la plupart d'entre nous, la plupart de nos réactions, elle est instantanée, impulsive, et un outil comme ça qui permet en fait de démultiplier notre capacité, il faut pas oublier le mot OpenClaw, en fait, on a soudain une manière d'avoir prise sur la réalité grâce à c'est un robot
Moi, je comparais ça, quand il y a eu la révolution Linux, ça a véritablement été une capacité d'utiliser les OS de manière beaucoup plus forte par tout un chacun. Et c'est peut-être ça, OpenClaw, par rapport à l'IA agentique, ça donne en fait une boîte à outils qui va démultiplier la capacité pour chacun de développer ses propres agents, avec le risque qu'on est très impulsif, on ne prend pas des décisions rationnelles. Et donc, aujourd'hui, c'est vertigineux en termes d'opportunités, mais aussi en termes de risques. C'est exactement comme ça que Jensen Huang l'a présenté à la presse la semaine dernière, en disant, c'est exactement ça, c'est le nouveau Linux. Ah oui. Il a appelé ça un OS de l'AI, alors en mettant tous les guillemets. Moi aussi, il faut mettre les guillemets, mais on n'a pas encore trouvé le nom, parce que c'est tout nouveau. Donc, comme le Frigidaire, avant de l'appeler Frigidaire, j'imagine qu'il y a dû y avoir quelques hésitations, puis on l'a appelé Frigidaire parce que c'était la marque Frigidaire. Ce qui est quand même incroyable, il y a eu ce succès en Chine, il y a ce fait que c'est repris par Jensen Huang au GTC. C'est évidemment repris chez Tech & Co en Europe, mais c'est quand même un comble que ça soit un Européen et qu'aujourd'hui, l'engouement, il est beaucoup en Chine et immensément aux États-Unis également. On va terminer peut-être là-dessus. Le fait que justement cette idée, alors qu'elle soit géniale ou pas, qu'elle bouleverse notre quotidien numérique dans quelques semaines ou mois ou pas, 12 semaines, ouais. Eh bien, elle est européenne. Et ça, c'est cool, quand même. Même si, comme le disait JB, ça existait auparavant. Non, mais il y a eu quand même... La révolution, c'est sur l'usage. C'est ça qui est important. C'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, mais tu vois, c'est la même remarque. VLC, c'est arrivé. Il y avait d'autres lecteurs vidéo. FMPEG, il y avait d'autres encodeurs vidéo. C'est une question de si c'est bien packagé et si c'est extensible, c'est la puissance de l'open source et d'un écosystème sans avoir à passer par les fourches coding d'Apple, de Google ou de Wang. Tu peux le faire tourner où tu veux. Et ça, c'est vraiment une explosion de réseau qui est important et qu'on voit souvent dans les communautés open source. En Chine, on dit, quand on développe quelque chose avec OpenClaw, on dit élever des homards. On a son homard et on élève des homards. En plus, c'est le packaging et tout, quoi. Si vous avez envie de tester OpenClaw, faites gaffe parce que sur Google, il y a énormément de liens qui se font passer pour OpenClaw. Et il faut vraiment aller chercher dans Google. Et c'est vraiment, je crois que c'est openclaw.ai, l'adresse officielle. Vous restez avec nous. JB, Yves et André, on fait une petite pause et on repartira avec un autre sujet. On parlera d'Elon Musk qui, ce week-end, a annoncé la Terafab. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Oh, c'est encore un truc à quelques dizaines de milliards d'Elon Musk. On va tout vous expliquer après cette petite pause. Merci d'être là en tous les cas sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un grand merci d'être là, c'est le débrief de l'actu tech comme chaque soir sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne, nos télés, 19h30, 21h, on est là en direct chaque soir à la radio, à la télé, pour débriefer l'actu tech et avec vous bien évidemment et puis aussi avec nos experts. Ce soir nous avons Jean-Baptiste Kempf qui est là, fondateur de Kyber et l'un des papas de VLC. À ses côtés, c'est Yves Maître, operating partner Jolt Capital, et André Losgut-Pietri, le président de Jedi. Messieurs, je vous propose maintenant de nous intéresser à Elon Musk, car ce week-end, Monsieur Musk a dévoilé, et peut-être en avez-vous entendu parler, ce fameux Terafab, une usine géante de puces dédiée à l'IA et aux robots. Coût estimé 25 milliards de dollars et une ambition qui dépasse les frontières de la Terre. Sur le papier, c'est sans doute l'un des projets industriels les plus ambitieux de ces dernières années, tous secteurs confondus. Anthony Morel en parlait ce matin dans Good Morning Business et on revient juste après. Peut-être le projet le plus fou d'Elon Musk, ce qui n'est pas peu dire parce que c'est quand même Elon Musk. Il faut bien comprendre que pour lui, toutes les grandes révolutions technologiques du moment, l'IA, la robotique, la conquête spatiale, la clé de tout ça, c'est la puissance de calcul. Et Terafab, c'est ça en fait, c'est ce qui va fournir ce carburant du futur. C'est une méga usine qui va être construite du côté d'Austin, au Texas, et qui aura vocation à produire des centaines de millions de puces de semi-conducteurs qui vont à la fois servir au système de conduite autonome des Tesla, au robot Optimus, dont il estime qu'on va avoir des millions d'humanoïdes qui vont débarquer sur Terre, qui vont être construits dans les années qui viennent, et puis aussi des puces qui ont vocation à être installées dans les méga data centers qu'Elon Musk veut installer dans l'espace, parce que vous savez que pour lui, le futur de l'intelligence artificielle passera par des grands data centers qu'on mettra directement sur orbite. Et ce qui est fou, c'est que cette méga usine, elle rassemblerait en un seul lieu toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs, c'est-à-dire de la conception
à la fabrication, en passant par le packaging, la correction des erreurs, etc. C'est un truc qui n'a jamais été fait. Il part du principe que l'industrie des semi-conducteurs actuelle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il dit, et je le cite, nous sommes très reconnaissants à Samsung, TSMC et Micron, mais leur rythme maximal est bien inférieur à ce dont nous avons besoin. En gros, merci les gars, mais maintenant, on n'a pas assez et donc on va se débrouiller tout seul. À voir si le projet est crédible. Il y a des experts qui disent c'est quand même un métier, les semi-conducteurs, c'est très compliqué et on a des acteurs comme ASML qui sont aujourd'hui essentiels sur cette chaîne de valeur. Voilà. Terafab, alors le nouveau délire d'Elon Musk, la nouvelle vision intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? On va commencer par toi. Ce Terafab. C'est une belle intention. On comprend pourquoi il l'a en tête, ce qu'il veut en faire. Maintenant, la route est droite, mais la pente est raide. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de travail, parce que il y a beaucoup de technologies derrière que les Américains ne possèdent pas, que lui ne possède pas. Et avant d'intégrer tout ça, il y a du travail. Mais il faut commencer. Je veux dire, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans devant lui. Mais ça n'aura pas lieu dans les 3-4 prochaines années. Il faudra à minima entre 5 et 10 ans pour voir ça arriver. Et ce qui est intéressant, c'est justement sa projection. Je pense que plus que le challenge et le logo Terafab, c'est la projection. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, nous n'avons pas, en mettant Samsung, en mettant TSMC, en mettant Micro, en mettant tous ces gens-là autour de la table, malgré leur capacité de production, malgré tous les investissements qu'ils font, ça ne suffira pas. Il faut des nouveaux acteurs qui vont augmenter cette capacité parce que ça ne suffira pas, il n'y en a pas assez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance de calcul, d'après Elon Musk, dans les 10 prochaines années, va exploser, va être capable de faire des choses qu'on n'imagine pas. Et d'ailleurs, il dit lui-même que ça va tellement être fort qu'il va falloir en produire dans l'espace. Mettre des clouds dans l'espace et envoyer ça dans l'espace. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour le fabriquer. 1 térawatt, quelque part, annuel, c'est à peu près l'équivalent de toute l'énergie électrique qui est dépensée aux États-Unis, ou que les États-Unis produisent par an. Donc, ça montre la vision de puissance de calcul que ces gens-là ont en tête, et ils sont en train de nous dire clairement, avec les robots réels, les robots virtuels, les voitures autonomes, etc., la puissance de calcul, nous n'avons pas les moyens pour suivre la puissance de calcul qui va être nécessaire d'ici une dizaine d'années, et il faut voir énorme. Donc le Terafab, parce qu'en fait, il veut atteindre le terawatt en termes de puissance de calcul. 1 terawatt, c'est 1000 milliards de watts. Donc c'est 1000 tranches de centrales nucléaires. 1000 tranches de centrales nucléaires. Grosso modo, une tranche de centrale, c'est 1 gigawatt. Voilà. C'est pas exact, mais entre celles qui sont à 700 et celles qui sont à 1400, c'est ça. Légèrement moins que la capacité totale de production d'électricité des États-Unis. Voilà. C'est pas qu'il va faire une usine qui va consommer ça, mais ce qui va sortir de cette usine va consommer ça. Oui, c'est ça. Donc, et on voit le challenge qui est en face de nous. D'abord les faire, et puis après, il va falloir l'énergie pour faire fonctionner. Il faut l'équivalent tous les ans des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales hydrauliques des États-Unis, enfin de toute l'énergie électrique consommée aux États-Unis. C'est dingue. Et tu vois, François, tu disais que tout à l'heure que la puissance de calcul était représentatif de la puissance tout court. Jensen Huang, dont on parlait tout à l'heure, le patron d'NVIDIA, disait pas autrement. Il disait aujourd'hui la corrélation entre PIB et puissance de calcul est évidente. Donc c'est vraiment un message. Donc il semble confirmer cette affirmation. La deuxième chose que je remarque, c'est que il fait quand même ça de manière, comme toujours, assez subtile et déguisée. Ce qu'il fait passer comme message, c'est un projet extraordinaire, lunaire, mais c'est aussi pour montrer que lui, aujourd'hui, pour toute sa gamme de produits, des robots taxis au robot Optimus, à SpaceX, à ses data centers dans l'espace, il n'a pas assez accès aujourd'hui aux puces. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il est pris par des goulots d'étranglement qui fait qu'il est obligé de le faire lui-même. Ouais, c'est ça. En fait, il transforme aujourd'hui une faiblesse, il essaye d'en faire un business. Et la troisième chose, il faut regarder un petit peu dans le détail, il y a 2 types de puces. Il y en a une qui sera optimisée pour ces robots, et une qui sera optimisée et probablement, comment on appelle ça, durcie
pour les environnements spatiaux, pour ces data centers dans l'espace. Donc il suit finalement ce que Google fait également, c'est-à-dire aujourd'hui considérer que les GPU, c'est quelque part pas optimisé pour les différents usages et qu'on aura de plus en plus des semi-conducteurs qui seront adaptés à l'utilisation de mémoire, l'utilisation de puissance que nécessitent et qui sont très différentes en fonction des applications. Donc je trouve que c'est effectivement un pari. Il y en a d'autres qui font ce pari. Il ne faut pas oublier que les Japonais, il y a 3 ans, ont lancé un pari tout aussi ambitieux, qui est le projet Rapidus, qui est en fait de créer une fab à 2 nanomètres, que tout le monde leur disait c'était absolument impossible de le faire. 2 ans après le début, c'est à Hokkaido, leur première ligne pilote montre qu'ils y arrivent techniquement. Maintenant, ils ont encore 2 ans, ils se sont fixés 2027, pour arriver à des coûts similaires à ceux de TSMC. Là, le pari est encore plus ambitieux. Ils y arriveront peut-être pas, mais en tout cas, ils essayent de se préserver une souveraineté sur des puces en fonction de l'événement géopolitique éventuel de 2027. Quand on voit ce qui se passe en Iran et à quel point on a totalement sous-estimé à quel point un petit détroit de 33 000 peut mettre potentiellement le monde entier, l'économie mondiale par terre, alors j'ose pas imaginer ce qui se passerait sur Taïwan. Et la Chine l'observe, tout ça. JB ? Moi, je suis un peu sceptique parce que ce qui est cool, c'est qu'en plus, il te vend ça génial. Il y a une supervision. Et puis finalement, tu l'écoutes, c'est quasiment logique d'avoir mis Twitter et SpaceX dans le même truc pour faire de l'IA. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu de survente. Il y a son IPO, hein, donc il fait un beau packaging de choses qui marchent. Ce qui me rend plus sceptique, c'est justement de dire, je vais concevoir mes puces et je vais faire une fab. Puisque tu vois, les Rapidus, en fait, c'est une fab. TSMC, c'est une fab, et les seuls qui en fait font encore à la fois une fab et du design compétitif, c'est Intel, et ça va quand même très très mal. Nvidia va très très bien, donc en fait c'est plus, il a jamais construit de puce, hein, tu vois, par exemple les NPU de Google, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils ont commencé. Alors certes au début c'était des accélérateurs pour faire de l'encodage vidéo, mais les TPU. Tu vois, là, il arrive, il dit, je vais tout faire, quoi. Et c'est là où je m'en rends, tu vois, je suis un peu sceptique, c'est que déjà, est-ce que vraiment tu as un goulot d'étranglement sur la production chez TSMC ? C'est pas forcément toujours aussi évident par rapport à la fabrication des puces qui sont bien custom. Parce que ce qui est vrai que Google a fait, ils arrivent quand même surtout à une puissance de calcul par watt qui est incroyable en production, parce que c'est des puces très spécialisées et très intéressantes. Donc voilà, après moi, donc c'est ça, je suis pas hyper à l'aise avec ce discours en disant j'ai besoin de tout faire au même endroit, surtout pourquoi au même endroit, c'est des métiers très différents. Voilà. Par contre, c'est vrai que les Européens, il faudrait se réveiller, quoi. Hein. Je veux dire, mais on se met à la place d'Elon Musk, Yves, c'est quelqu'un qui consomme énormément de puissance de calcul dans tout ce qu'il fait. On a parlé de Tesla. Dans les Tesla, il y a de la puissance de calcul. Qui vous dit qu'il n'y en aura pas plus, justement, demain avec les robotaxis, etc., etc. On peut imaginer que oui. Hein. Starlink, pareil. Et encore, Starlink, c'est peut-être que on va dire le haut de l'iceberg qu'on peut voir. Il y a tout le reste. Il y a aussi il a aussi d'autres velléités, notamment dans la santé, avec tous ces projets justement de redonner en tout cas de la mobilité à des personnes qui sont handicapées, etc., etc. Donc il a besoin de puissance de calcul. Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire finalement, un peu comme Apple se le dit actuellement, je fabrique tout ce que je sais faire. Je fabrique mon produit de A à Z et au moins, je vais pouvoir maîtriser aussi ma destinée, en fait, mon destin. Apple ne fabrique pas ses chips. Apple design ses chips. Les designs, oui, mais c'est bien ce que je te dis. C'est que le problème, il est là, en fait. C'est là où je ne comprends pas. C'est que, effectivement, TSMC pourrait créer beaucoup plus d'usines. Il y a une question d'offre et de demande. Tu vois, donc, il y a aussi la question de la souveraineté, parce qu'elle sera hostile au Texas, cette boîte-là. Ouais, donc, dans 15 ans, elle est basée sur les EUV d'ASML. Enfin, tu vois, là, c'est toujours, je veux tout faire, quoi. Et à un moment, c'est une fuite en avant. Enfin, réagis déjà sur tes Tesla par rapport à tes BYD, continue, gère tes galères sur Twitter et sur tes prix d'achat par rapport à des actionnaires. Enfin, tu vois, ça fait un peu, je veux tout faire. C'est très bien s'il arrive, hein, et s'il y a des gens qui suivent. Hein. Je pense que c'est une bonne question que JB pose. C'est la question jusqu'où je vais. Non, c'est pas pour une fois. Non, je taquine un peu parce que. Non, mais le premier constat qu'il fait, c'est il va y avoir un manque de puissance de calcul. Ça, c'est son constat. Ce constat-là, il est aussi challengé par d'autres
qui disent je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un manque de calcul parce qu'on va avoir des algorithmes moins gourmands, parce qu'une partie des choses ne vont pas se faire dans le cloud, mais ce qu'on appelle en edge, c'est-à-dire sur les terminaux, dans ces lunettes, etc. Donc, cette analyse-là, oui, il va y avoir une augmentation. Ça, tout le monde est d'accord. L'analyse de dire on ne va pas réussir à suivre, elle n'est pas partagée par tout le monde. Donc déjà, il a un prisme et il dit moi, je suis sûr que ça ne va pas être partagé. Après, une fois, tant bien même on soit d'accord avec lui, se pose la question, en effet, de l'intégration verticale. Est-ce que je fais l'intégration verticale ? C'est-à-dire, est-ce que je fais tout de bout en bout, des satellites jusqu'au lanceur de mes satellites, en passant par la Tesla, les robotaxis, etc., et mes bouts de silicium ? Ou est-ce que je spécialise les choses, qui est plus la philosophie asiatique, on va dire ça comme ça. Apple étant dans l'intégration verticale. Et tant bien même on va dans l'intégration verticale, il va s'arrêter là ou il va aussi faire ses mines et ses camions pour aller creuser la terre, ses pelles automatiques. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Et c'est vrai que là, il va quand même loin parce qu'il y a un savoir-faire, et tu parlais d'ASML, et tu as absolument raison, qui dépasse... c'est énorme, on ne se rend pas compte. Là, il faut vraiment tout refaire. Et je pense qu'à un moment donné, la gourmandise devient un vilain défaut. Et je me pose la question, est-ce que sous prétexte d'IPO, est-ce que sous prétexte de raconter des belles histoires, là, il n'est pas allé un peu loin ? Et je pense que lui-même a un doute parce qu'il n'a pas donné de date. Mais en fait, il faut le rappeler. En fait, faire une usine, c'est compliqué, mais le tuning d'une usine, d'une ligne de prod, les gens ne se rendent pas compte, mais entre le moment où tu ouvres une ligne de prod TSMC et le moment où tu sors des chips, le coût, il est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars de chips qui vont à la poubelle. Ouais, bien sûr. La précision, et qui d'ailleurs, soyons très honnêtes, on n'est pas en 2 nanos, on n'est pas en 3 nanos, tout ça c'est des chiffres très marketing. Quand tu regardes véritablement la distance moyenne de transistors, elle est plutôt d'un ordre de grandeur au-dessus, mais c'est pas très grave. Mais ça, tout le monde suit à peu près le même... Ouais, tout le monde a cette échelle un peu. Mais qui est une échelle fausse, mais c'est pas grave, tout le monde suit à peu près l'échelle. Tu te rends compte que là, sur des échelles les 4 nanos, etc., l'optimisation et la pureté qu'il faut avoir fait que ça coûte très très cher et tu perds beaucoup. Tu as ce qu'on appelle le yield, c'est-à-dire en fait finalement le nombre de chips que tu perds, qui est quand même très très élevé. Et juste mettre en place cette chaîne, ça peut être 6, 8 mois, 10 mois, 12 mois avant de sortir un produit. Il y a une comparaison qui est cruelle, c'est qu'il y a 6 ans, il avait annoncé qu'il allait devenir le plus grand producteur de batteries au monde, puisque quand on parle de tuning, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les côtes nord de la France, où vous avez beaucoup de gigafactories, encore, qui sont en train de se tuner, et elles apprennent que en fait, c'est extrêmement compliqué de monter en charge entre des premiers batchs et des livraisons par centaines de milliers ou par millions. Et il avait annoncé qu'il deviendrait le premier producteur. Je crois qu'il parlait aussi de térawattheure cette fois-ci, en termes de puissance délivrée. Et en fait, il n'y est pas du tout arrivé. Je crois qu'il y a récemment un de ses fournisseurs de batteries qui annonçait qu'en fait, il ne savait pas vraiment faire... et les semi-conducteurs sont autrement plus complexes que des batteries qui, certes, sont des chimies complexes, il y a de l'électronique, etc. Mais là, on n'est plus du tout là. Et puis, il y a tous les fournisseurs qui doivent être tout autour. Parce que c'est bien beau de fabriquer des processeurs, mais il y a tout un écosystème derrière de fournisseurs de petites pièces qui doivent être là, juste à côté. C'est peut-être ça l'originalité. On posait la question, pourquoi faire tout dans un cluster ? Quand on voit aujourd'hui le succès chinois dans l'industrie en général, il vient plus du tout des coûts. Il vient du fait que vous avez au même endroit, à Shenzhen, des centaines de producteurs qui font exactement les mêmes. Exactement. Oui, et vous avez la possibilité, en fait, vous avez le talent pool qui est là, vous avez l'agilité qui est là. Et en fait, le fait de tout mettre ensemble, c'est quand même ce qui s'est passé autour d'ASML. Hein. Vous avez énormément. IMEC n'est pas loin, ASML n'est pas loin, Philips, dont vient beaucoup de ces innovations, n'est pas loin. Donc ça crée quand même des clusters. Ouais. Je pense que l'aspect cluster est quand même le point intéressant. Justement, c'est des clusters. Ça veut dire qu'aussi, il y a une certaine compétition pour avoir la China Speed. C'est une compétition de plein d'acteurs qui veulent être ceux qui vont fournir Foxconn. Alors que là, si tu as un truc complètement top-down avec un seul PDG, bah en fait, tu n'as pas cette compétition que tu peux avoir et cette rapidité que tu as en Chine. Et deuxièmement, à ce moment-là, si tu veux faire un cluster, il te manque un ordre de grandeur. C'est pas 25
250 milliards, c'est 250 milliards. Moi, quand même, et je vais arrêter là-dessus, je pense qu'il est très intéressant que quelqu'un comme Elon Musk aille, avec ce qu'il fait sur XAI, aille fabriquer des chips en disant design. Et je pense que c'est assez malin, parce qu'effectivement, il y a besoin de plus de fabricants, de concepteurs de puces. La fabrication, je suis très... Ouais, je doute. Moi, il y a une chose que je voudrais dire qui n'a rien à voir avec la technologie, mais il y a deux sujets qui me préoccupent beaucoup par rapport à ça, que ce soit Elon Musk ou quiconque, c'est l'écologie, parce qu'il faut aller quand même chercher des terres rares, et pour aller chercher des terres rares, il faut des mines, et les mines, il faut retourner beaucoup de terre, ça demande des moyens colossaux pour très peu une tonne de terre rare. Je sais pas, aller chercher les chiffres, mais on tombe par terre quand on voit ce qu'il faut pour faire une tonne de terre rare. C'est des millions de tonnes de terre. Et énormément de solvants pour les... Des solvants, etc. Donc il y a un problème écologique derrière cette croissance démesurée qui se pose. Et puis la deuxième question qu'on rencontre déjà maintenant, c'est le prix des composants. Aujourd'hui, des téléphones pour l'Afrique qu'on pouvait acheter pour une petite ou une grosse quarantaine de US dollars. Maintenant, on passe, en quelques semaines, on est passé à 60, 70, parce qu'il n'y a plus de mémoire. Et donc, au-delà du fait qu'on se dit, allez, de 40, on passe à 70, mais on est en train de mettre des centaines de millions de personnes en incapacité sur le bas-côté de la vie sociale qui n'ont pas accès. C'est impossible. C'est juste impossible. Voilà, donc on avait 2 milliards de personnes qui ne pouvaient pas se payer des téléphones parce que $40 c'était déjà trop. Si on passe maintenant à 60, 70, non, c'est pas si on passe. C'est comme on est en train de passer à 60, 70, justement à cause de ça, eh bien c'est pas 2 millions, on va passer à 3, 4, 5 milliards. Donc, et là, si on arrive à la moitié de la planète ou 40% de la planète qui ne peut plus accéder au monde digital, on arrive quand même à quelque chose qui est, à mon avis, personnellement, pas acceptable. Parce que c'est un monde à deux vitesses. Alors, je savais qu'il y avait les riches et les pauvres. L'Europe fait partie des très, très, très riches, qu'on se le dise et qu'on s'en rende compte. Mais là, on est en train de partir en vrille quand même. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque un autre chapitre des histoires d'Elon Musk. C'est Elon Musk et Twitter. Rappelez-vous, 2022... Elon Musk s'intéresse à Twitter et décide de racheter Twitter. 44 milliards de dollars, on se souvient très bien de tous les rebondissements qu'il y avait eu. Je me souviens dans Tech & Co, c'était tous les soirs, il y avait un nouvel épisode et de nouveaux rebondissements concernant cette histoire. Il y en avait un qui avait été assez intéressant. C'était que, en fait, Elon Musk avait tweeté, alors qu'il était en plein achat de Twitter, donc maintenant X, que, en fait, il y avait beaucoup de comptes qui étaient tenus par des bots sur Twitter. Beaucoup plus que les 5% qu'évoquait en fait la direction de Twitter. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui valorisait la boîte. Si vous avez plus de 5% de faux comptes, ça veut dire que vous avez tant de comptes qui ne sont pas réels et que vous n'allez pas pouvoir monétiser après la pub. Et donc, Elon Musk balance ce tweet en disant écoutez, je suis quasiment persuadé, je ne sais plus le terme exact, mais qu'il y a plus de 5% de comptes, de faux comptes sur Twitter. Là, patatras, en fait, le cours de Twitter s'effondre et ça a permis, en quelque sorte, à Elon Musk d'avoir une espèce de levier de négociation pour racheter Twitter. Même si après, rappelez-vous, quelques semaines plus tard, il a décidé de ne plus vouloir acheter Twitter. Et puis, les avocats de Twitter ont dit c'est trop tard, tu as signé trop de papiers, maintenant tu vas être obligé de le faire. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il est reconnu coupable d'avoir trompé les actionnaires lors du rachat de Twitter, justement en ayant communiqué les informations qui auraient pu, on va dire, tromper les investisseurs. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus rapidement, en 5 minutes, parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, mais votre sentiment là-dessus. Peut-être commencer par toi, JB, si tu avais suivi cette histoire. Moi, j'avais très bien suivi cette histoire. Moi, la première fois que je suis allé chez Twitter, il y avait 20 employés, donc c'était il y a très très longtemps. Donc c'est une boîte que j'ai quand même pas mal suivie. Ça a été n'importe quoi. Franchement, même pour du Musk, on était vraiment là sur le total n'importe quoi. Le fond de l'affaire, c'est qu'il s'est quand même rendu compte à un moment qu'il allait le payer beaucoup trop cher et que ça valait pas ce qu'il en a fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il essaie de te le faire évoluer en disant que ça va être une super app. Mais ouais, il a fait n'importe quoi. Je suis étonné qu'à la fin, on lui ait autorisé de racheter Twitter. André ? Sérieux.
Ouais, quand on regarde les procès qu'a Elon Musk, et Dieu sait qu'il en a énormément parce qu'il communique beaucoup et il en perd très peu. Et il en perd très peu. Donc là, le fait que là-dessus, Teflon Musk, sur lequel rien n'accroche, se fasse accrocher, montre que là, il est allé trop loin. Peut-être que ça arrive aussi au moment de son... Moi, je pense qu'il y a aussi un peu une conjonction. Alors la justice a sa propre vitesse, mais il y a peut-être aussi un message qui est passé que, comme il y a de plus en plus de sociétés qui sont cotées en bourse et qu'il y a cet enjeu majeur sur l'IPO à venir, où on vient de le dire, où il essaye de packager des choses qui marchent pas, et vendre une très belle histoire. Je ne sais pas si c'est la fin du côté Midas, que tout ce qui touche se transforme en or, mais c'est peut-être un signe précurseur. Il faut toujours... Moi, je verrais ça comme... Il faut peut-être toujours voir maintenant, avec un tout petit peu plus de recul, pinch of salt, un peu de recul, ce qu'il annonce. Alors, les dommages ont été évalués à 2,6 milliards de dollars par les avocats et les plaignants. Alors, c'est beaucoup d'argent, bien évidemment, mais pour Elon Musk, c'est pas grand-chose. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il va prendre, allez, si vous voulez, 3 milliards. OK, très bien. Sa fortune personnelle, c'est plus de 550 milliards. OK. Et avant qu'il rachète Twitter, elle était moins de 100 milliards de mémoire. OK. Donc, le rachat, beaucoup moins. OK. Donc, Twitter lui a permis de gagner quelques centaines de milliards. Allez, on va dire... Bon, il n'y a pas que Twitter, hein. Il y a aussi... Non, mais c'est un ensemble Il y a SpaceX. Oui, mais c'est un ensemble de choses. Mais Twitter y a contribué. Okay, donc, il a augmenté en 10 ans sa fortune personnelle de manière faramineuse. Je suis content pour lui. Moi, je n'ai pas besoin de tout cet argent. Bon, puis je pense que lui non plus, d'ailleurs. Mais on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais quelque part, le message qui est donné, c'est faites comme moi, truandez, racontez des balivernes, limite mensonges, triturer les cours de bourse, gagner beaucoup d'argent. De toute façon, laisser 2 milliards, enfin, laisser moins de 2%, on s'en fiche. Un petit peu sévère. C'est quand même une sacrée amende s'il l'a payé. Et c'est surtout le message qui est passé. C'est-à-dire 2 milliards sur 500, prof. Oui. Bon. 2 euros sur 500, prof. C'est un café, quoi. Ça fait penser à l'excès de vitesse à 135 €, qui pour beaucoup est beaucoup d'argent, et pour certains... Oui, c'est rien du tout. N'est rien. Donc, c'est des principes un petit peu juridiques de base. Le fond de l'affaire, moi, je pense que surtout, c'est que sur Twitter, il y a beaucoup plus que 5% de bots. C'est que, en fait, quand tu connais un peu. Et il n'avait pas tort, sans doute. Non, il a complètement raison. Enfin, et franchement, et ça, c'est vrai sur tous les réseaux sociaux et sur énormément de sites web, les gens sous-estiment la quantité de bots. Mais si jamais tu me dis qu'il y a moins de 15% de bots sur Twitter, je te crois pas. Alors, c'est peut-être des bots ou des bots avec quelqu'un qui gère énormément de machines et qui envoie des messages, comme on a énormément de trafic d'influence autour de Twitter. Mais quand même, il a une façon d'annoncer les choses où en fait, il est toujours un peu en train de pousser au truc d'après. Et moi, c'est surtout ça où je le trouve pas forcément très très honnête. Plus que c'est que tu vois, il utilise le futur pour truander sur le passé. Il te donne un truc. Il est en moment d'achat. Il te dit ah ben non, mais en fait, il fallait. Il y a des bots, donc en fait, je dois payer moins cher. Il essaye de payer moins cher, mais en fait, il s'est déjà engagé alors qu'en fait, il a payé trop cher. Mais et c'est pas grave. En fait, s'il a payé trop cher, c'est pas grave. Ça devient XAI et c'est XAI qui rachète. Et ensuite, il fonctionne avec. Enfin, tu vois, mais je pense que là où on est gêné, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui aussi vend une vision. Donc la limite, elle est quand même un petit peu tenue. On vend une usine à des clients qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore l'usine pour les clients qui nous ont déjà payé. Et lui, il va effectivement très loin. Là, sur le coup, il est allé. Mais trop sur le coup, il avait raison. Parce que c'est vrai qu'il y a sans doute plus de 5% de bots sur Twitter. Il avait raison, mais la question se pose avec OpenCloud, pour reboucler sur le début de l'émission. Des robots qui vont poster des choses, donc des bots, tout le monde va en avoir. Donc la question du bot, c'est je botte en touche quelque part, pour faire encore un mauvais superbe. Voilà, je veux dire, il va y avoir des bots partout sur tous les réseaux sociaux, parce que les bots, quelque part, ce sont des faux vrai ou faux humain ou voilà et avec OpenCloud sauf que dans le cas de X et du réseau social, c'est vrai que la monétisation n'est pas la même, je pense. Mais c'est faux, moi je suis pas d'accord. En fait, on termine là-dessus. C'est une monétisation à l'ancienne. Aujourd'hui, vraiment la vision avec OpenCloud, avec tout l'IA. Non, mais à l'époque en 2022. Oui, d'accord, mais sauf qu'ils ont payé. De toute façon, il a payé beaucoup plus cher. Il a jamais dû payer 44 milliards. Donc ils sont très contents. Mais en fait, surtout, c'est l'accès à la connaissance, l'accès à l'action, et ça, c'est très très fort.
Voilà, ça sera le mot de la fin de ce débrief. Merci à André Losgut-Pietri d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt, André. Bientôt, François. Président du Jedi. Merci aussi à JB Quinf, cofondateur de Kyber et l'un des papas de VLC. Et merci à Yves Maître, operating partner Jolt Capital. Bonsoir. Merci. Vous restez avec nous. Petite pause et après cette pause, on attaquera notre dernière partie de Tech & Co avec un invité exceptionnel qui sera sur le plateau de Tech & Co. Un entretien de près de 30 minutes en compagnie de Vivek Badrinath. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un peu le roi des télécoms puisque c'est lui qui dirige la GSMA. La GSMA, c'est l'association qui chapeaute tous les opérateurs télécoms au monde, quasiment tous les opérateurs télécoms. Et avec lui, on s'intéressera à tous les sujets télécoms du moment. À la fois les constellations satellites qui viennent un petit peu chatouiller le business model des opérateurs télécoms, mais aussi cette question qui revient souvent, est-ce qu'il faut une concentration du marché des télécoms et des opérateurs télécoms en Europe? Exemple, en Chine, il y a 3-4 opérateurs, je crois, aux États-Unis, 3-4, et en Europe, il y en a 35. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là-dessus en termes de compétitivité? Toutes ces questions, on les posera à notre invité juste après cette petite pause. Merci d'être là et à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.